Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par le pôle environnement de la Chambre de métiers d'artisanat Grand Est. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la réduction de l'impact sur la ressource en eau de l'activité de peinture en bâtiment. Et donc ce webinaire va permettre de présenter les principaux résultats de l'étude qui a été réalisée cette année par la CMA Grand Est. Et donc l'ensemble de ces travaux a pu être mené grâce au soutien technique et financier de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Donc pour information, ce webinaire il est enregistré et donc le replay ainsi que le support de présentation vous seront envoyés par la suite. Donc encore juste une information, c'est que si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez les poser dans le chat et on aura 2 temps de questions-réponses pour y répondre. Donc pour ce webinaire, plusieurs intervenants se sont rendus disponibles. Donc au niveau de la Chambre de métiers d'artisanat, moi-même, Maëva Razata, référente technique sur la thématique de l'eau. Philippe Mukieli, responsable du centre de ressources. Et au niveau de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, nous avons le plaisir d'avoir Anne-Laure Schneider, Karine Bernard et Jean-Frédéric Schneider, qui sont tous les 3 chargés d'intervention eau dans la ville. Et nous avons également avec nous Olivier Titois, responsable d'exploitation, animation et services après-vente pour l'éco-organisme EcoDDS. Donc merci à tous et toutes pour votre disponibilité, qui permettra donc d'enrichir la présentation. Alors, au niveau du programme de ce webinaire, on va débuter par quelques propos introductifs, afin de contextualiser les informations qui seront présentées par la suite. Nous verrons ensuite la méthodologie de l'étude qui a été réalisée et qui permettra notamment de mettre en avant les impacts sur la ressource en eau de l'activité de peinture en bâtiment. Et ensuite, nous verrons les enjeux, freins et solutions pour réduire ces impacts. Et enfin, nous verrons plusieurs scénarios qui permettront d'accompagner au mieux les entreprises vers un développement durable. Donc pour commencer, je laisse la parole à Philippe Mukieli. Oui, juste pour bonjour à tous. Merci aux intervenants d'être mobilisés aujourd'hui pour la présentation de ce webinaire. Merci à Maëva pour la préparation. Donc, je situe le cadre juste du travail de Maëva. Il s'inscrit dans une équipe régionale au sein d'un pôle environnement dont la responsable est Delphine Patriti. Vous avez donc 2 niveaux. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont des conseillers de proximité dont la mission est d'accompagner les entreprises artisanales au quotidien dans leur transition écologique et énergétique, avec une feuille de route qui se décline sous différents axes. L'eau est une composante importante. Nous avons également donc tout ce qui est économie circulaire, tout ce qui est mobilité et énergie. Donc voilà pour l'équipe de proximité. Et puis donc sur le slide suivant, moi je suis donc le responsable d'un centre de ressources qui est un centre d'expertise qui a 4 missions principales: faire de la veille technique, normative et réglementaire sur tous les sujets que j'ai cités en termes de thématiques, produire des ressources. Il y a différentes natures de ressources, l'étude étant la plus importante en termes de contenu, mais nous avons aussi des ressources à destination des artisans qui sont par exemple des fiches techniques qui permettent de décrire une problématique et d'apporter les solutions directement à l'entreprise. Nous pratiquons également depuis une quinzaine d'années ce qu'on appelle du test de matériel et de produits, qui permet d'identifier une technologie ou un produit qui apporte un gain environnemental, mais de le mettre en test en conditions réelles en entreprise artisanale. Et puis pour les conseillers, on fait également donc des notes de veille réglementaires qui permettent de les aider à monter en compétence sur certains sujets. Voilà pour l'équipe. Et puis donc pour vous présenter les autres membres de l'équipe, nous avons Mélissa Laurent sur l'économie circulaire et Gauthier Delorme sur tout ce qui est énergie mobilité. Mais ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est la thématique de l'eau, et je vais redonner la parole à Maëva qui va vous présenter les premiers travaux. Alors juste avant de commencer les travaux, donc il y a des propos introductifs qui vont être présentés par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse pour présenter le contexte de la ressource en eau. Donc, je laisse la parole. Bonjour, merci Maëva, merci Philippe. Et voilà, Anne-Laure Schneider, Agence de l'eau. Donc je vais vous présenter rapidement le rôle des agences de l'eau.
Si vous ne connaissez pas, au moins ça vous permettra effectivement de contextualiser un petit peu le lien avec notre organisme. Donc les agences de l'eau ont été créées en 66 suite à la loi sur l'eau de 1964. Il y a 6 agences de l'eau en France, une agence par grand bassin hydrographique. Donc là, on est sur la partie Grand Est, donc majoritairement donc pour l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Donc le rôle des agences de l'eau, donc ça permet effectivement de disposer de connaissances de l'état des masses d'eau en termes de qualitatif, quantitatif. Ça permet d'améliorer et préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques à l'échelle du territoire national, grâce effectivement à vous, porteurs de projets, maîtres d'ouvrage qui souhaitez effectivement porter des projets en lien avec le gain environnemental sur la ressource en eau. Les agences de l'eau disposent de moyens financiers, donc via les redevances qu'elles prélèvent par rapport aux prélèvements effectués sur les ressources en eau et par rapport à la pollution émise sur les milieux, par rapport aux différents usagers. Donc ça va effectivement du domaine agricole, ça va des artisans de l'industrie et également tout ce qui est usager de l'eau classique via notre facture d'eau en tant que particulier. Et nous intervenons à la fois sur le petit cycle de l'eau qui concerne l'eau potable, l'assainissement, mais également sur le grand cycle de l'eau, donc au niveau plus hydromorphologie des cours d'eau, préservation des zones humides, qui sont des vraies zones tampons et qui permettent d'apporter énormément de bénéfices par rapport au milieu et qui permettent effectivement de favoriser l'auto-épuration qui évite d'avoir à investir des ouvrages complémentaires et l'auto-épuration naturelle se fait par la préservation des grands écosystèmes à l'échelle des grands cours d'eau, masses d'eau. Voilà. Donc on peut passer à la diaporama suivante. Donc spécifiquement par rapport au sujet du jour, on vous propose de faire un focus sur les substances toxiques. Qu'on appelle les micropolluants. Donc à l'échelle européenne, il y a à peu près plus de 110 000 molécules qui sont recensées à ce jour. Donc dedans, on est dans la famille des plastifiants, des métaux, des hydrocarbures, les pesticides, tout ce qui est médicaments, cosmétiques et les métiers de peinture également, donc vont générer aussi ce type de pollution. Et puis la liste est bien évidemment non exhaustive, mais elle est liée à tous les usages aujourd'hui aussi courants. Voilà. Le sujet des micropolluants, en fait, c'est pas une pollution classique dans le sens où effectivement, à très faible dose, ces molécules ont des impacts non négligeables. Ce qui les caractérise aussi, c'est que ce sont des molécules qui ne peuvent pas être traitées dans les stations d'épuration, que ce soit les stations biologiques à l'échelle des collectivités ou les stations physico-chimiques à l'échelle d'un process industriel classique. Ces molécules sont des molécules très complexes et qui nécessiteraient la mise en place de traitements complémentaires au système existant et à des coûts extrêmement onéreux. D'où l'importance effectivement de se poser de la question en amont pour essayer de travailler à la source et réduire le plus possible l'émission de ces substances-là, puisque les problématiques, elles sont nombreuses et diverses. C'est-à-dire que c'est des molécules qui sont accumulables dans les milieux, et elles troublent effectivement les fonctionnements vitaux des organismes et des écosystèmes et elles sont, comme j'ai déjà précisé, extrêmement difficiles, voire impossibles à traiter et si on arrive à dégrader la première molécule, en fait, ça va générer des sous-molécules, qui vont générer également d'autres problématiques. Voilà sur la présentation des micropolluants. Donc, pour la diapo suivante, on vous propose donc voilà,
on a classiquement, les agences de l'eau, des moyens de connaissance pour permettre justement de dresser des politiques. Donc ces moyens de connaissance concernent l'existence de stations de mesure à différents endroits stratégiques du bassin Rhin-Meuse et de l'ensemble des bassins à l'échelle du territoire national. Ces stations de mesure nous permettent d'avoir des données qui sont remontées, analysées, complétées par des modélisations qui permettent à un moment donné de dresser un état des lieux exhaustif et vraiment représentatif à l'instant T de l'état des masses d'eau, état qualitatif et l'état quantitatif. Donc cet état des lieux, il est réalisé tous les 6 ans puisque c'est un gros travail, mais c'est vraiment une cartographie qui permet d'identifier justement les masses d'eau qui n'atteignent pas des objectifs de qualité, qui sont dégradées, et puis d'identifier les sources sur lesquelles on peut intervenir pour justement aller vers un objectif d'amélioration de la qualité de ces masses d'eau. Donc à gauche, vous avez l'état écologique. Donc sur l'état écologique, donc tout ce qui est en vert, c'est bon état. Vert bleu, c'est bon état. Jaune, c'est moyen. Et rouge, c'est vraiment mauvais. Voilà, sur les écologiques, donc on est plus sur des pollutions classiques de paramètres biologie, paramètres de pollution nutriments, phosphore, azote, bilan oxygène, donc qui sont plus facilement traités, qui sont traités via les stations qui existent, les stations d'épuration qui existent. Donc on voit qu'effectivement on a un état qui est on a quand même beaucoup de vert. Voilà, si en contrepartie on regarde à droite, on est sur la partie plus sur l'état chimique. Donc là, l'état chimique, on va parler de tout ce qui est, ça va englober les rejets des activités économiques classiques qui vont pouvoir être traités via les stations de traitement physico-chimique, mais également ça va intégrer tout ce qui est paramètres micropolluants, notamment tout ce qui est généré par les usages de produits phytosanitaires, les substances particulières utilisées en industrie, en artisanat, les activités de bricolage exercées par chacun, les produits de ménage, voilà. Donc on est vraiment sur cette thématique du jour, sur voilà un état chimique des masses d'eau qui aujourd'hui, on voit est relativement voilà, médiocre. Avec des objectifs d'atteinte de bon état des masses d'eau qui sont un petit peu, qui sont imposés au niveau de la directive cadre sur l'eau, des objectifs de résultats. Donc ce qui fait qu'effectivement les politiques et les acteurs doivent œuvrer dans le sens de cette logique d'amélioration de la qualité de ces masses d'eau. Sur la masse suivante, on peut voir qu'effectivement, on est tous des acteurs dans le domaine de la réduction de l'émission des micropolluants. Donc, les sources d'apport sont multiples et vraiment générées par tous les usagers. Donc, vous avez effectivement les apports induits par les activités agricoles, donc ruissellement et résidus de pulvérisation. On a les rejets qui sont induits par les stations, donc tout ce qui est collecté via les réseaux d'assainissement qui arrivent soit aux stations, soit qui sont déversés quand les réseaux sont saturés en période de temps de pluie. Donc ça va être tous les usages domestiques en lien avec des produits qui vont générer ces micropolluants qui vont se retrouver dans le milieu sans possibilité de dégradation par rapport aux stations classiques de traitement. Il y a les activités, les rejets d'industrie et d'artisanat. Il y a bien sûr tout ce qui est extrêmement impactant, tout ce qui est eau de ruissellement, de surfaces imperméabilisées. Les surfaces imperméabilisées, en fait, sont des vrais supports et c'est de ces molécules-là. Et effectivement, via le jeu des ruissellements, elles se retrouvent forcément dans les milieux. Et les eaux usées non traitées, voilà. Et sur la droite, on voit sur le bassin Rhin-Meuse un petit peu les catégories de pression toxiques, en fait, hein. D'un territoire à l'autre, d'un endroit à l'autre, on va avoir des pressions qui vont des rejets toxiques polluants, micropolluants qui vont être plus générés par rapport à des activités urbaines et agricoles.
Heu, parfois, donc là, c'est tout ce qui est en brun sur la diaporama. En jaune, on va être plus sur de la pression agricole et puis sur les autres, on va être sur des mixtes. Voilà. Donc on est tous des acteurs, donc c'est un petit peu le thème d'aujourd'hui. On focalise un petit peu sur les activités de peinture en bâtiment, mais chacun à son échelle, hem, a son rôle à jouer en tant que particulier, en tant que collectivité et en tant qu'artisan et industrie. Voilà. Ok. Merci pour ces éléments de contexte. Et effectivement, c'est face à ce constat où la pression sur la ressource en eau doit se réduire pour atteindre le bon état des eaux que tous les usagers de l'eau sont concernés. Et donc, c'est bien les objectifs de cette étude qui vont permettre déjà de mettre en avant les enjeux prioritaires liés à la ressource en eau. C'est-à-dire qu'on va vraiment identifier les enjeux qui sont directement corrélés aux activités réalisées par les entreprises de peinture en bâtiment. Donc, par exemple, en ce qui concerne le nettoyage de façade, c'est une opération qui peut être réalisée et qui peut être soumise à restriction en période de sécheresse. Et donc là, l'enjeu, c'est vraiment le maintien de l'activité. Donc voilà, c'est ce type d'enjeu qu'on va mettre en avant. Et ensuite, pour répondre à ces enjeux, on va réaliser un état de l'art des solutions adaptées à l'activité. Et donc, on pourra retrouver dans le rapport les principales solutions qui permettent de réduire les consommations d'eau et de maîtriser les risques de pollution. Et enfin, dans l'étude, on verra également différents scénarios pour accompagner les professionnels. À savoir que dans le cadre de cette étude, il y a différents profils d'entreprises qui ont été identifiés, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte en fait les caractéristiques de fonctionnement des entreprises, que ce soit leur effectif, la typologie de marché sur laquelle les entreprises se positionnent ou les infrastructures dont elles disposent. Voilà, donc comme expliqué, donc l'étude aujourd'hui se concentre sur l'activité de peinture en bâtiment, qui fait partie du secteur du bâtiment, qui est celui le plus représenté en France. Et en considérant uniquement les entreprises qui réalisent l'activité de peinture en bâtiment, que ce soit en intérieur ou en extérieur, on dénombre plus de 4800 entreprises en région Grand Est. Et donc, vous pouvez voir ici la répartition en fonction des départements. Et donc, on peut voir qu'elles sont principalement présentes en Alsace, en Moselle et Meurthe-et-Moselle. Voilà. Donc, donc au-delà de la représentativité de cette activité, c'est également une activité à enjeu, puisque vous pouvez voir qu'elle a fait l'objet de plusieurs études en lien avec la protection de la ressource en eau. Donc, il y avait une première étude qui a été menée en 2014 et qui a permis de caractériser les substances dangereuses présentes dans les rejets vraiment de l'activité de peinture en bâtiment. Donc, cette étude, elle avait été menée par le CNIDEP, qui est aujourd'hui le centre de ressources de la CMA Grand Est. Et donc, dans le cadre de cette étude, ce sont les eaux de lavage des outils souillés qui avaient été analysées. Et on a pu voir, du coup, qu'il y avait vraiment des substances dangereuses dans ces rejets. Et certaines de ces substances étaient à des concentrations pouvant être toxiques pour les milieux aquatiques. Il y a eu une deuxième étude en 2018, cette fois menée par l'Eurométropole de Strasbourg, qui avait permis de mesurer la réduction des rejets en micropolluants. Et donc là, c'est suite à la mise en place de machines, des outils de peinture et à l'utilisation de peintures contenant moins de substances chimiques que les résultats ont permis de montrer une amélioration de ces rejets. Et donc ces rejets ont pu être ont pu respecter les seuils qui sont définis dans les règlements d'assainissement. Voilà, donc ces études, elles ont permis de montrer que l'activité de peinture est émettrice de substances dangereuses et que des solutions existent pour que les rejets soient compatibles avec la réglementation. Donc à savoir que l'activité de peinture, elle peut être réalisée dans plusieurs métiers du bâtiment. Donc vous pouvez voir ici une liste de différents métiers du bâtiment dans lesquels on peut avoir des activités de peinture. Et donc les résultats de l'étude qu'on va voir aujourd'hui, ils vont pouvoir être utilisés dans ces métiers,
dès lors donc que l'activité de peinture sera réalisée. Donc pour commencer, au niveau des résultats, des principaux résultats qu'on a pu identifier dans cette étude, on va commencer par les impacts. On va commencer par faire un état des lieux des pratiques des professionnels pour identifier les principaux impacts. Donc cet état des lieux, il a été fait en 2 étapes. Une première via une enquête téléphonique qui a eu lieu en juillet 2022 et qui a permis de collecter les pratiques de plus de 136 artisans peintres sur la région Grand Est. Et donc cette taille d'échantillon a permis d'extrapoler les données, donc elles peuvent être utilisées à l'ensemble des entreprises de peinture en bâtiment. Puis une deuxième étape en juillet 2024. Donc là, 10 entretiens téléphoniques sont venus compléter et mettre à jour les informations qui avaient été collectées. Et donc c'est aussi lors de ces entretiens téléphoniques qu'ont pu être identifiés 3 profils d'entreprises différents. Donc, comme je disais, en fonction de leur taille, des marchés auxquels elles répondent, des infrastructures. Puisque, en fonction de ces profils, on a pu voir que les pratiques et les perspectives d'amélioration sont différentes. Donc, c'est pour ça qu'on a bien pris en compte ces profils dans le cadre de cette étude. Donc, en ce qui concerne la taille des entreprises, vous pouvez voir sur le diagramme la répartition, du coup, en fonction du nombre de salariés. Et on voit bien que c'est un secteur vraiment artisanal puisque 97% des entreprises ont moins de 10 salariés. Voilà. Et donc, vous pouvez voir aussi qu'une grande majorité n'emploie carrément aucun salarié, donc 71%. Donc, la prise en compte de ce type d'information est vraiment nécessaire pour la suite de cette étude. Pardon. Donc, au niveau des activités qu'on peut retrouver dans l'activité de peinture en bâtiment, il va y avoir différentes opérations. Donc, par ordre chronologique, on peut voir qu'il y a d'abord la préparation des supports, qui regroupe le décapage de façade extérieure et le nettoyage des supports intérieurs. Ensuite, il va y avoir la mise en œuvre des produits, qui est ensuite suivie du nettoyage des outils. Et pour finir, on va avoir la gestion des produits et des déchets qui englobe le stockage et l'évacuation de ces produits. Et donc pour chacune de ces opérations, on va voir dans ce webinaire les principaux chiffres clés et les principales conclusions. Donc on va commencer par le décapage de façade, donc qui est réalisé donc dans le cadre de la préparation des supports. Donc c'est une opération qui est réalisée par 69% des entreprises. Donc c'est une opération voilà qui est bien répandue et qui peut impacter la qualité de la ressource en eau, et notamment donc dans le cas où les eaux de décapage, de rinçage, rejoignent le réseau d'assainissement ou s'infiltrent directement dans le sol sans pré-traitement. Donc l'origine de cette pollution vient du fait que le décapage se fait au jet, haute pression, et il est couplé à l'utilisation de produits. Donc ce sont ces produits qui vont se retrouver dans les eaux de décapage. Et en plus de ces substances présentes dans ces produits, on va également retrouver des polluants qui se trouvaient sur les façades extérieures. Donc ce sera par exemple des matières en suspension, des hydrocarbures, des biocides. Donc voilà, donc on va avoir vraiment des eaux souillées qu'il va falloir traiter pour éviter la pollution de la ressource en eau. Donc voilà, vous pouvez voir aussi les différentes sortes de décapages qui sont réalisés, donc principalement à l'eau, mais il y a aussi donc des décapages chimiques, thermiques, mécaniques. Donc tous ces décapages et leurs impacts sont détaillés plus en détail dans le rapport, et on voit qu'il y a une très faible proportion d'utilisation d'hydrogommage ou d'aérogommage. Donc on va passer maintenant à la deuxième opération, qui est la mise en œuvre des produits. Et donc dans le cadre de l'activité de peinture, on va se concentrer sur la peinture qui est le produit le plus utilisé.
Et donc l'enquête a permis de faire le point sur les typologies les plus utilisées. Et donc on peut voir que 39% des entreprises utilisent de la peinture acrylique, c'est-à-dire à base aqueuse. Par contre, l'enquête n'a pas permis d'identifier la fréquence d'utilisation. Donc ce chiffre donne une tendance sur l'utilisation de la peinture aqueuse, qui présente de nombreux avantages. Donc qui a réussi à faire sa place dans ce métier. Donc elle contient notamment moins de solvants, donc moins de composés organiques volatiles, que dans les peintures solvantées. Donc la composition est donc a priori moins dangereuse pour la ressource en eau, mais également pour la santé des opérateurs. Donc je dis a priori parce que donc la peinture acrylique reste une peinture synthétique qui contient des ingrédients issus de la pétrochimie, donc il reste quand même des substances dangereuses. Et donc elle est moins dangereuse que la peinture solvantée. On voit que la peinture solvantée, c'est quand même 27% des usages. Voilà, donc. Et on voit aussi que d'autres peintures sont utilisées, donc cette fois-ci des peintures vraiment minérales, peinture au silicate, à la chaux ou à l'argile. Et donc là, les impacts sur la ressource en eau sont encore amoindris. Donc on va ensuite voir la troisième opération qui consiste au nettoyage des outils de peinture. Donc on va voir que ce type de nettoyage se fait à l'eau seulement dans le cas où les produits utilisés étaient à base aqueuse, puisque dans le cas où les produits étaient en phase solvantée, il va falloir utiliser des solvants. Mais donc en ce qui concerne le nettoyage des outils à base de produits à base aqueuse, ça ne se fait plus quotidiennement, comme ça a pu être fait dans le temps. Et donc, ce résultat peut être expliqué par la mise en place de bonnes pratiques. En effet, l'enquête a permis de mettre en avant que près de la moitié des entreprises avaient pris l'habitude d'utiliser un système de conservation des pinceaux ou des rouleaux. Et donc, ce système de conservation permet de conserver les outils d'une journée à l'autre sans risque de sèchement et donc sans avoir besoin de nettoyer les outils. On peut voir également sur ce graphique que l'opération de nettoyage se fait majoritairement dans les locaux de l'entreprise et non plus chez les clients. Donc là encore, une amélioration des pratiques puisque ça permet de mieux maîtriser cette opération. Mais par contre, on peut voir que seuls 15% des entreprises sont aujourd'hui équipées d'une machine de nettoyage des outils de peinture. Et donc ce type de machine permet de pré-traiter les eaux de lavage des outils avant rejet au réseau d'assainissement. Et donc le fait de ne pas être équipé de ce type de machine signifie que la grande majorité des entreprises réalisent quand même le nettoyage des outils à l'évier et que les eaux de lavage chargées en peinture vont donc être directement rejetées au réseau d'assainissement, donc avec toutes les substances polluantes qu'on peut y retrouver. Donc voilà pour le point sur le nettoyage des outils. Et on va arriver sur le dernier point, donc qui est la gestion des produits et des déchets. Donc là, on va faire l'enquête s'est concentrée sur l'évacuation, sur la gestion des déchets dangereux, puisque c'est la typologie de déchets qui peut engendrer le plus de risques pour la ressource en eau. Donc on voit qu'il y a différentes catégories de déchets qui peuvent être générés dans l'activité de peinture. Donc les déchets inertes, les déchets non dangereux, et donc les déchets dangereux. Et donc l'enjeu pour les entreprises, c'est déjà de bien identifier les différentes catégories de déchets, c'est-à-dire de savoir si un déchet est catégorisé comme dangereux ou non, par exemple. Parce que dans le cadre de l'étude, on a pu voir que 75% des entreprises se rendaient effectivement en déchetterie pour évacuer leurs déchets dangereux. Mais par contre, l'enquête n'a pas permis de lister justement les déchets considérés comme dangereux pour les entreprises. Donc la bonne gestion des déchets reste à valider et des actions restent donc à mener pour accompagner les entreprises à mieux gérer leurs déchets et notamment les déchets dangereux. Donc voilà pour la partie impact. Donc on va maintenant
passer directement sur la partie enjeux. Donc, les principaux enjeux qui concernent l'activité de peinture en bâtiment, en commençant par l'anticipation des restrictions d'eau. Donc ces restrictions, elles ont déjà touché les entreprises, notamment lors des périodes de sécheresse que l'on a connues en 2022. Et en ce qui concerne l'activité de peinture en bâtiment, c'est l'opération de nettoyage de façade qui est ciblée comme problématique, puisque comme vous pouvez le voir à l'écran, ce sont les arrêtés sécheresse, elles ciblent donc cette activité et peuvent donc la restreindre. Donc on voit que jusqu'à présent, les arrêtés sécheresse permettaient encore ce type d'activité s'il était réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnelle. Cependant, les épisodes de sécheresse vont être amenés à être de plus en plus fréquents et le cadre réglementaire peut être amené à se renforcer. Et donc, là, l'enjeu, c'est d'anticiper d'éventuelles restrictions. Donc, dès à présent, mettre en place des actions pour ne pas être soumis à restrictions sécheresse. Donc, le guide sécheresse, dont a été issue ces informations-là, met en avant que l'utilisation d'eau de pluie permet de ne pas être soumis aux restrictions. Et nous allons voir dans la suite de ce webinaire d'autres solutions qui permettraient de maintenir l'activité tout en préservant la ressource en eau. Un autre enjeu qui peut concerner les professionnels, c'est la préservation des risques santé et environnement. Ici, ce sont les produits utilisés qui sont ciblés. En ce qui concerne la peinture, qui est le produit le plus utilisé, on a pu voir précédemment que c'est la peinture acrylique qui est la plus utilisée, mais que ce type donc de peinture peut encore présenter des risques. Et dans l'activité de peinture, on va retrouver encore d'autres produits, tels que des décapants, des colles, des lasures. Et donc au vu de cette diversité de produits et de leur composition, on va retrouver plusieurs substances identifiées comme dangereuses pour la santé. Et donc vous pourrez voir sur les produits différents pictogrammes comme vous pouvez voir ici. Et au-delà de ce risque, plus le risque santé, on va également avoir des produits qui ne peuvent pas être stockés ensemble du fait de leur dangerosité, puisqu'ils peuvent notamment générer des risques d'incendie ou d'explosion. Et donc suite à ces accidents, on va également éventuellement impacter l'environnement et donc la ressource en eau. Donc un autre enjeu qui peut concerner les entreprises. Donc un exemple de produit incompatible, donc c'est typiquement les produits comburants qu'on va stocker dans des armoires séparées et éloigner des produits inflammables. Donc, donc pour éviter les risques incendies qu'on peut avoir donc avec les produits dangereux. Et on verra donc dans la suite de ce webinaire justement comment comment limiter ces risques en justement choisissant la substitution de produits qui représente une solution adaptée pour l'activité de peinture en bâtiment. Et un dernier enjeu qu'on a identifié, c'est la collecte et le traitement des eaux usées par le service public. Puisqu'en effet, ce service permet de traiter les eaux usées générées par l'activité. Donc c'est un service qui est pratique pour les entreprises et qui permet à moindre coût de traiter ces eaux usées. Cependant, ce service, pour en bénéficier, il faut que les eaux usées soient compatibles avec les conditions décrites dans le règlement d'assainissement. Puisque, en effet, les rejets ne doivent pas engendrer des risques, que ce soit pour le personnel d'exploitation, qui entretient les ouvrages d'épuration, de traitement. Les rejets ne doivent pas non plus dégrader ces ouvrages ou empêcher leur fonctionnement. Donc justement, pour s'assurer que ces rejets soient compatibles, chaque entreprise doit obtenir une autorisation
pour rejeter ces eaux usées dans le réseau d'assainissement collectif. Et donc, on verra dans la suite de ce webinaire les solutions adaptées pour que les rejets soient compatibles et ne génèrent pas de danger ou de dégradation. Donc, avant de passer à la partie solution, vous pouvez voir ici les principaux freins que peuvent rencontrer les professionnels pour maîtriser leur impact sur la ressource en eau. Donc, pour commencer, donc l'activité de peinture, bien sûr, est réalisée sur chantier. Donc, il va y avoir des solutions disponibles sur place ou mobiles, portatives. On parlait précédemment de l'utilisation de l'eau de pluie pour ne pas être soumis aux restrictions sécheresse. Mais ce type d'installation nécessite un raccordement à la toiture, un stockage d'eau de pluie. Donc si ce type d'installation n'est pas présent sur le chantier, il va être difficile pour une entreprise d'avoir accès à cette ressource en eau. Donc ensuite, pour répondre aux risques santé et environnement, on a cité la substitution de produits ou le stockage des produits en fonction des caractéristiques des produits. Mais cela, ça implique un changement de pratique des professionnels, puisqu'on a vu avec l'enquête que c'était des choses qui n'étaient pas encore mises en place partout. Et donc ces évolutions ne sont pas automatiques et peuvent nécessiter un accompagnement pour faciliter ces changements. Et enfin, donc il est encore utile de rappeler que l'activité de peinture n'est pas une activité sédentaire, et donc par rapport aux rejets d'eau qui se font au niveau de chaque chantier et au niveau de l'atelier quand il y en a un, il faut des solutions adaptées. Donc comme dit, des solutions plutôt mobiles. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la partie solution, donc qui va débuter par des bonnes pratiques. Donc si on reprend les opérations qui peuvent être réalisées dans l'activité de peinture en bâtiment, une des premières bonnes pratiques, ça va être de collecter, stocker et éliminer correctement les eaux de décapage et éventuellement les abrasifs souillés. Il est également possible de réviser sa politique de lessivage des supports, c'est-à-dire de réduire la fréquence de nettoyage. Réviser sa politique de lessivage des supports, parce qu'on a vu dans l'enquête que certaines entreprises arrivaient à s'adapter en fonction des besoins et donc ne réalisaient pas systématiquement ce lessivage. Une autre bonne pratique, c'est de réduire les fréquences de nettoyage des outils. Donc on a vu que certaines bonnes pratiques étaient déjà mises en place. Et il est également possible de supprimer cette opération, mais là c'est dans le cadre de l'utilisation de produits solvantés. Et donc là, au lieu de prendre du temps d'utiliser des solvants pour nettoyer les pinceaux souillés avec des produits solvantés, une bonne pratique est tout simplement de changer directement l'outil pour faire des économies de temps et de produits dangereux. Le stockage des produits peut également être amélioré et le choix des produits également, afin de privilégier des produits moins impactants pour la santé et pour l'environnement. Et donc justement, on va faire un zoom sur l'utilisation de produits moins impactants. Donc vous pouvez voir ici une référence de produits identifiée par le pôle environnement de la CMA Grand Est. Donc il s'agit d'une peinture minérale du fournisseur Keim, qui était déjà utilisée par une entreprise de peinture depuis plusieurs années. Et donc pour évaluer l'intérêt de ce produit, nous avons réalisé une évaluation, un retour d'expérience sur différents critères. Donc cette évaluation elle a permis de savoir justement si cette peinture était efficace du point de vue du professionnel, si elle était pratique d'utilisation et si son coût était également raisonnable par rapport à ce que la clientèle pouvait accepter. L'évaluation a également permis d'identifier les risques pour la santé de l'utilisateur et des clients. Et pour l'environnement aussi, on a évalué les risques qu'il pouvait y avoir. Et donc, vous pouvez voir ici la synthèse des résultats sous la forme d'un diagramme. Et donc, chaque critère
dont j'ai parlé, et évalué sur une échelle de 1 à 10, et donc de 1 à 5, et 5 est la note la plus élevée, et traduit donc un résultat satisfaisant. Donc on voit que la peinture a totalement répondu aux attentes de l'artisan par rapport à l'efficacité, et qu'elle permettait également de réduire, de limiter à maximum le risque incendie. Voilà, donc ça c'est des types d'évaluations qu'on réalise sur des produits, mais aussi sur des matériels. Et donc si vous souhaitez en savoir plus sur cette évaluation produit, n'hésitez pas à nous le faire savoir pour que l'on vous envoie le rapport d'évaluation. Donc voilà pour le zoom sur la substitution de produits. On va maintenant passer aux technologies propres. Donc ce sont des investissements réalisés par les entreprises qui permettent, pour un résultat équivalent, de réduire les consommations d'eau ou de réduire les rejets polluants. Donc ici, on a fait un zoom sur le nettoyage de façade. Donc on peut utiliser, au lieu du jet d'eau haute pression, l'aérogommeuse ou l'hydrogommeuse. Donc c'est la machine que vous voyez sur la gauche, ou le nettoyeur vapeur basse pression que vous voyez à droite, qui peuvent donc décaper et nettoyer les façades. Donc l'aérogommage, c'est une technique de décapage à l'aide d'abrasifs qui ne nécessite pas d'eau. Donc son utilisation va permettre d'être totalement exclue des restrictions d'eau, et va également permettre de travailler même en hiver. Donc ce sont des avantages, ce sont les principaux avantages de cette technique. En plus, les abrasifs sont non polluants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas étiquetés dangereux, ils sont parfois même naturels, biodégradables, donc il n'y aura pas non plus de risque pour la santé des opérateurs. Risque que l'on pourrait avoir avec le sablage, donc l'aérogommage c'est différent du sablage, puisque le sablage utilisait des matériaux qui pouvaient être nocifs pour la santé. Et l'hydrogommage, c'est une alternative à l'hydrogommage. Donc, c'est une technique qui permet, en plus des abrasifs, de diffuser de l'eau, mais sous forme de brumisation, afin de permettre un décapage homogène, en fait, et surtout en réduisant l'émission de poussière. Donc, à savoir que là, les consommations d'eau sont de l'ordre de 2 à 10 litres par minute, donc c'est vraiment plutôt pour éliminer la production de poussière. Et une autre technique, une autre solution pour maintenir l'activité de nettoyage tout en préservant la ressource en eau, c'est d'utiliser un nettoyeur vapeur basse pression. Donc voilà, que vous pouvez voir ici, qui permet de consommer en moyenne, qui permet d'aller jusqu'à près de 300 litres par heure, alors que le jet haute pression, c'est 3 fois plus, voire même plus, c'est-à-dire entre 900 et 1100 litres par heure. Voilà, donc de la même façon que pour les produits de substitution, ces technologies propres ont été évaluées pour connaître notamment l'efficacité et la praticité. Et nous avons pu donc évaluer une référence d'aérogommeuse et une référence de nettoyeur vapeur basse pression. Donc voilà, donc disponible sur demande également. Et enfin, d'autres technologies propres sont adaptées pour le nettoyage des outils de peinture. Donc nous avons pu voir dans l'état des lieux que seuls 15% des entreprises en étaient équipées. Et pourtant, ces machines sont conçues spécialement pour les métiers du bâtiment et elles permettent de nettoyer les outils à l'aide d'un jet d'eau haute pression. Et une solution de lavage peut également être ajoutée pour plus d'efficacité. Mais l'intérêt, c'est que les eaux usées, souillées, chargées en peinture, vont être traitées à l'intérieur de la machine. Et donc les eaux filtrées vont pouvoir être soit rejetées directement au réseau d'assainissement, juste au traitement donc, soit réutilisées en circuit fermé. Et donc voilà, l'étude dont on a parlé au tout début, là, l'étude de 2018, avait permis d'évoquer les résultats efficaces de ce type de machine, puisqu'il permet d'avoir des concentrations compatibles avec les seuils disponibles dans les règlements d'assainissement.
À savoir que ce type de station peut être fixe ou mobile et ainsi correspondre tout à fait aux contraintes et aux freins que l'on peut rencontrer dans l'activité de peinture en bâtiment. Tiens, il y a une question de Jean-Frédéric qui vient d'apparaître sur les fourchettes de tarifs des technologies propres. Alors, Quelques exemples, peut-être sur les nettoyeurs vapeur, tu as peut-être... oui, alors, nettoyeur vapeur. Alors, en attendant, je peux répondre à la deuxième question parce que je connais la réponse. Est-ce que vous intervenez directement auprès des entreprises pour un diagnostic, par exemple? Oui, on a une logique de parcours qui s'appelle Passe durable auprès des artisans avec premier niveau des sensibilisations collectives. Ensuite, on peut avoir un conseil de premier niveau. Effectivement, nous réalisons des diagnostics eau, donc dédiés à la thématique eau, spécialisés sur ce sujet-là auprès des entreprises. Mais on ne s'arrête pas là puisque on propose également des accompagnements à la mise en place des projets, que ce soit d'un point de vue technique, mais également au montage d'un dossier d'aide. L'agence de l'eau intervient pour accompagner financièrement les investissements éligibles, évidemment, avec un certain pourcentage de prise en compte. Je vois également une autre question, est-ce gratuit, prise en charge? C'est pris en charge par la même agence de l'eau, Rameuse, qui nous accompagne depuis des années sur un programme régional qui permet d'animer des actions soit individuelles, soit collectives auprès des entreprises. Et je reviens sur les coûts. Donc pour l'aérogommeuse, on va être sur un tarif plutôt de 4 000 €. Et le nettoyeur vapeur basse pression, ça va être plus élevé, ça va plutôt être autour de 16 000 €. Alors, avez-vous un document récapitulatif des accompagnements que vous proposez? Laissez-nous votre mail, on pourra éventuellement vous donner quelques exemples d'accompagnements que vous proposez aux entreprises. Moi, je vais déjà, oui, présenter un peu l'éco-organisme. Oui. Donc EcoDDS, c'est un éco-organisme qui permet de collecter, regrouper et traiter les déchets diffus spécifiques, ainsi que les outillages du peintre. Et donc pour ce faire, ils ont mis en place un dispositif qui s'appelle Récupo. Donc en 2018, ils ont mis ce dispositif en place et qui permet de renforcer la prise en charge donc des déchets, donc en complément des déchetteries professionnelles. Voilà. Donc vous pouvez voir ici une partie des déchets repris par Récupo et les déchets qui ne peuvent pas être pris en charge. Donc voilà, donc ça va être voilà, donc tout ce qui est produits pâteux, qui soient vides ou non, qui peut avoir des résidus de peinture encore dans les produits. Donc voilà, c'est les peintures, les colles, les lasures, les enduits. Donc voilà, vraiment, voilà, c'est adapté tous les produits qu'on peut retrouver dans l'activité de peinture. Voilà, et donc aussi les outillages du peintre qui sont pas présentés ici. Donc tout ce qui est rouleau, pinceau aussi peut être mis dans ces points de collecte. Voilà. Qu'est-ce que je peux donc ajouter? Que ce sont des déchets qui vont être collectés puis triés pour être recyclés en fait. Ils vont être valorisés énergétiquement, donc pour du chauffage ou de l'électricité. Et donc qui vont pouvoir être pris en charge pour être éliminés dans des conditions voilà, respectueuses de l'environnement. Oui, j'en profite effectivement. J'étais en train de répondre, mais je vais répondre oralement sur les équipements, les aérogommeuses, nettoyeurs vapeur, etc. Donc l'agence de l'eau peut effectivement accompagner des projets qui permettent d'améliorer une pratique existante par une pratique plus vertueuse, donc qui permet soit de produire moins d'effluents avec des substances dangereuses, soit d'économiser de l'eau, soit de conduire à moins de déchets. Donc là, on est en cours, enfin on est en fin de programme. On va redémarrer un nouveau programme au 1er janvier 2025. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous contacter. Chaque cas est particulier, hein, tout dépend de vos pratiques actuelles
comment vous fonctionnez et comment vous allez fonctionner. On regarde toujours la situation actuelle, le gain, pour justifier de nos aides, qui, ma collègue les présentera un petit peu plus loin, qui sont quand même très intéressantes. Ce qui est important, c'est surtout de nous solliciter avant de passer commande, avant d'engager l'investissement, de nous solliciter bien en amont. Voilà, vous aurez nos contacts. En tout cas, n'hésitez pas à nous appeler. Donc, comme je disais, il y a 2 types de modes de collecte. Donc, pour les entreprises qui réalisent plus de 2 millions de chiffre d'affaires et qui ont plus de 200 000 euros d'achat en peinture, en produits, peinture, enduit, colle, mastic confondus, eh bien, EcoDDS peut venir collecter directement sur leur site les déchets. Mais donc, il faut qu'ils aient 5 bacs de produits sur place pour qu'ils puissent venir les collecter. Donc voilà, il y a d'autres conditions pour pouvoir bénéficier de cette collecte sur site. Donc c'est d'avoir un référent disponible. Donc voilà, comme je disais, d'avoir un espace pour entreposer les 5 bacs et un tri des déchets, comme je disais, pour ne pas pour pas que des déchets dangereux polluent d'autres déchets moins dangereux. Séparer déchets acryliques des déchets solventés. Et voilà. Donc voilà les principales conditions. Et la deuxième solution, c'est donc les points de collecte disponibles dans les magasins distributeurs. Et donc cette solution, elle est accessible pour tous, donc même les particuliers. Donc vous pouvez venir déposer que ce soit vos produits acryliques ou solventés dans les différents points de vente. Et ensuite, donc c'est ce point de vente qui va s'assurer grâce à Récupo et l'éco-organisme EcoDDS de gérer correctement ces déchets. Et donc c'est un système qui est totalement gratuit, puisqu'en fait en achetant les produits qui deviennent donc ensuite des déchets, vous avez déjà payé une éco-contribution qui finance déjà ce système de traitement, de collecte et de traitement des déchets. Et donc vous pouvez voir que il y a déjà beaucoup de points de collecte qui existent. Ils sont recensés sur le site recupo.com. Donc aujourd'hui, il y a déjà 1400 points de collecte et donc ils sont toujours en cours de déploiement, donc pour que ces points de collecte puissent être accessibles au plus grand nombre, puisque ce sont des solutions qui sont pratiques pour les artisans, qui permettent donc d'augmenter le maillage, le nombre de points de collecte pour les déchets. Donc donc vous verrez sur la carte que ces points de collecte, ça peut être donc comme je dis, dans les magasins distributeurs principalement, mais ça peut aussi être dans des déchetteries privées ou des déchetteries publiques ouvertes aux professionnels. Écoutez, pour la partie EcoDDS, j'ai fait le tour. Justement, on avait prévu encore une autre partie solution, plus pour une partie question, pardon, plus sur les questions sur les équipements. Donc, on avait déjà un peu parlé des tarifs. Voilà. Bon, après, oui, Lanzo l'avait déjà un peu précisé. Je crois qu'on n'avait pas d'autres questions. Donc, on va passer à la dernière partie qui consiste pour voir comment illustrer les professionnels. Donc, pour cela, dans le cadre de l'étude, nous avons identifié 3 scénarios. Donc, un premier scénario à l'échelle individuelle, un deuxième à l'échelle sectorielle et un troisième à l'échelle territoriale. Donc, le premier scénario a pour objectif d'accompagner toute entreprise artisanale souhaitant réduire l'impact de son activité sur la ressource en eau. Donc, il s'agit d'accompagner ponctuellement chaque entreprise en fonction de ses besoins. Donc, cet accompagnant, il va convenir principalement aux entreprises soucieuses de leur impact sur l'environnement et qui disposent de moyens matériels et financiers. Donc, a priori, plutôt les entreprises de plus de 10 salariés et avec un espace permettant la mise en place de matériel ou d'équipement. Le scénario 2, lui, va pouvoir être déployé dans le cadre d'une opération, on va dire coup de poing, à large échelle, à l'ensemble
de la profession de peinture en bâtiment. Et donc là, chaque entreprise va être accompagnée individuellement, mais des actions collectives peuvent être mises en place pour faciliter donc la mise en place d'actions pour l'ensemble des professionnels de peinture en bâtiment. Donc à l'échelle de la région Grand Est, par exemple, toutes les entreprises de peinture en bâtiment pourraient bénéficier de cet accompagnement, mais également tous les acteurs du territoire qui pourraient mettre en place des solutions accessibles au plus grand nombre, donc que ce soit les revendeurs, les distributeurs, les déchetteries, les fournisseurs. Et enfin, le scénario 3 s'inscrit dans une démarche à l'échelle d'un périmètre géographique défini, cohérent, donc plutôt soit une agglomération d'assainissement, soit une zone d'activité ou un bassin versant. Et donc là, ce type d'opération va permettre aux collectivités, aux maîtres d'ouvrage plutôt des systèmes d'assainissement, d'améliorer la qualité des rejets au milieu naturel. Donc ici, ce sont plusieurs activités à enjeu qui vont être accompagnées et non plus une seule activité. Voilà, donc les moyens à mettre en œuvre pour chaque scénario sont décrits dans le rapport d'étude. Des retours d'expérience sont également présents et permettent de se rendre compte qu'en fonction de l'ambition donnée, la mise en place d'actions au sein des entreprises sera plus ou moins forte. Et donc je vous propose maintenant juste de comparer les avantages et inconvénients des différents scénarios. On pourra se concentrer sur celui qui est le plus avantageux. Donc comme je disais, donc au niveau du scénario 1, l'avantage, c'est que c'est à l'échelle individuelle et donc c'est chaque entreprise qui souhaite accompagner qui pourrait être accompagnée. Et l'avantage, c'est que ces entreprises sont déjà motivées et volontaires pour mettre en place des actions et que ces actions vont par la suite leur permettre de se différencier par rapport à leurs concurrents. Par contre, au-delà de la volonté et la motivation de l'entreprise, il faut aussi que ces entreprises puissent quand même prendre le temps de mettre en place ces changements et éventuellement donc d'investir vraiment dans des équipements. Et donc à savoir que le nombre d'entreprises avec des moyens matériels et financiers est plutôt faible. Donc voilà pour le scénario 1. Pour le scénario 2, donc l'objectif c'est de mettre en place des actions collectives à destination de l'ensemble des entreprises de l'activité de peinture en bâtiment. Et donc en fonction de l'ambition donnée, le nombre d'entreprises qui peut bénéficier de ces actions peut être alors conséquent. Donc ce type d'action est vraiment un avantage pour les entreprises qui n'auront plus à mettre en place toutes les solutions dans leur structure. Et donc les différents profils d'entreprises dont on parlait vont pouvoir bénéficier de ce type d'action, aussi bien d'entreprises de plus de 10 salariés qui n'auraient pas encore investi dans une machine de nettoyage des outils par exemple, qu'une entreprise sans salariés qui n'a pas la place d'installer ce type de machine. Voilà, mais donc l'inconvénient, c'est que la mise en place de ces solutions dépend des fournisseurs de solutions, c'est-à-dire des collectivités, des revendeurs, des fabricants de machines. Donc c'est une solution qui est à développer. Et enfin, le scénario 3, donc, qui représente également plusieurs avantages. Donc, un premier, c'est pour le maître d'ouvrage du système d'assainissement, qui va pouvoir améliorer la qualité de ses rejets et qui va également pouvoir améliorer la connaissance de son système d'assainissement et notamment des rejets des entreprises de son territoire. C'est également l'occasion pour lui de faire le point sur tout ce qui est autorisation de rejet d'eaux usées non domestiques. Donc, voilà, vous l'avez compris, ce type d'opération, c'est généralement piloté par une collectivité. Et donc, c'est une action qui dépend des moyens et des priorités de cette collectivité. À savoir que ce type d'opération va permettre d'accompagner, comme je le disais, différentes activités à enjeu et non une seule activité. Et donc, la collectivité va devoir rassembler l'ensemble de ces professions, répartir les actions au niveau de chacun des acteurs, animer des visites terrain, etc. Donc, c'est une action plutôt conséquente qui se mène sur minimum 3 ans. Donc, on peut voir ici que le scénario qui présente le plus d'avantages, c'est le scénario 2. Et donc, je vous propose de faire un zoom sur ce scénario en présentant des exemples d'actions qui pourraient être mises en place. Voilà, donc comme présenté, ce scénario est à destination de l'ensemble des entreprises réalisant l'activité de peinture en bâtiment. Le périmètre d'action peut être la région Grand Est ou un bassin hydrographique. Donc, dans cet exemple, on prendra le bassin Rameuse, avec lequel la Chambre de métiers et d'artisanat est déjà en partenariat.
Et au niveau des acteurs de l'opération, il va y avoir bien sûr les entreprises, accompagnées des structures d'accompagnement telles que les chambres consulaires ou les organisations professionnelles. Il va aussi y avoir les fournisseurs de technologies propres qui vont pouvoir se joindre aux discussions, mais aussi les magasins distributeurs ou les établissements publics peuvent apporter le maillage territorial nécessaire. Et concrètement, l'activité collective peut se traduire par la mise en place de sessions de sensibilisation des artistes. Et donc, les professionnels pourraient bénéficier d'une information adaptée à leur activité. Donc, ces temps de sensibilisation leur permettraient de faire le point sur les produits qu'ils utilisent. Et l'objectif, là, comme on disait, c'est de choisir des produits de substitution, donc qui présentent moins de risques pour la santé et pour l'environnement. Ces temps pourraient aussi être l'occasion de partager des bonnes pratiques sur le stockage ou sur la gestion des déchets. Et ce serait notamment l'occasion de faire connaître le dispositif Récupo et les modalités pour en bénéficier. Une autre action qui pourrait être mise en place, ce serait de développer la mise à disposition de machines, des outils de peinture à des endroits stratégiques. Donc, vous pouvez voir illustré ici un exemple concret. Donc, c'est le magasin Tollens qui propose ce service à ses clients. Cela permet au magasin d'être plus attractif que ses concurrents. Et pour les artisans, ce type de solution, c'est également un réel avantage car ça pourrait s'intégrer dans leur organisation. Donc, différents points de collecte dans les magasins. Donc, les artisans pourraient directement lier la gestion de leurs déchets avec le nettoyage de leurs outils au même endroit. Voilà. Et enfin, un dernier exemple d'action pourrait être la mise en place du prêt de machines de nettoyage par les collectivités. Donc, cette action a déjà été mise en place par l'Eurométropole de Strasbourg, qui dispose de retours d'expérience satisfaisants. Et donc, ce type d'action a notamment pour but d'encourager les professionnels à s'habituer à l'utilisation de ce type de matériel. Donc voilà, donc ça c'est quelques exemples. D'autres exemples sont présentés dans le rapport d'études, mais ces premiers exemples nous permettent de voir qu'une approche collective à l'échelle de ce secteur d'activité permet d'encourager le changement de pratique au niveau des différents profils d'entreprise. Et donc, ces exemples permettent d'envisager une gestion, notamment une gestion optimale, notamment pour les déchets dangereux, et permettre également l'accès à des équipements de nettoyage pour l'ensemble de la profession. Donc, pour faciliter l'accompagnement des entreprises et encourager la mise en place d'actions, eh bien, ce sont notamment les agences de l'eau qui vont pouvoir aider financièrement les différents acteurs que l'on a pu citer, c'est-à-dire aussi bien les entreprises artisanales, où elles vont s'équiper elles-mêmes, mais également les entreprises commerciales, telles que les magasins distributeurs, mais également les établissements publics, comme les collectivités. Et donc, pour en savoir plus sur ces aides, je vais laisser la parole à Madame Schneider, donc de l'agence de l'eau Rameuse. Oui. Bonjour, rebonjour. Alors, il y a des bruits de parasites, donc je ne sais pas d'où ça provient. J'espère que ce n'est pas trop gênant pour tout le monde. Voilà. Donc, je reprends la parole. Donc, Karine l'a déjà un petit peu abordé tout à l'heure par rapport aux possibilités d'aide en termes d'accompagnement. Donc, Maëva a précisé, effectivement, on intervient, nous, Agence de l'eau, à plusieurs niveaux. Donc, on fait des accompagnements auprès de la Chambre des métiers d'artisanat et d'autres chambres consulaires pour aider à l'émergence de projets de ce type-là qui sont présentés aujourd'hui. On aide également les collectivités territoriales dans le cadre de la mise en place d'opérations collectives qu'elles souhaiteraient porter à l'échelle de leur système d'assainissement. Et on aide également
les artisans, les industries dans le cadre de la lutte contre la pollution toxique émise dans les milieux et également dans le cadre de la réduction des consommations d'eau, puisque au niveau national, il y a effectivement avec le plan eau les épisodes de sécheresse, alors pas cette année, mais sur les années précédentes, qui ont conduit à effectivement à des contraintes très fortes en termes d'usage, de consommation d'eau, donc qui ont été aussi évoquées dans le cadre du webinaire. Donc, on intervient donc pour la réduction des toxiques et pour tout dispositif qui permettrait de réduire de manière conséquente les consommations d'eau dans un contexte d'adaptation au changement climatique. Voilà, donc on est dans de la résilience par rapport aux activités économiques et l'adaptation des pratiques et des moyens nécessaires forcément qui sont à mobiliser puisque ça demande des efforts de tous pour s'adapter. Donc d'où l'intérêt de pouvoir déjà de connaître les agences de l'eau et de pouvoir solliciter les aides pour lesquelles vous pouvez prétendre. Voilà. Donc on intervient donc via soit des aides isolées en direct par rapport à des maîtres d'ouvrage, artisans industriels qui nous solliciteraient pour la mise en place. Donc, vous posiez la question tout à l'heure de machines ou de réflexion un petit peu globale à l'échelle de leur entreprise. Donc, dans le cadre des différents objectifs d'amélioration des stockages des déchets, réduction, prévention des pollutions diffuses, donc les mises en place de récupérateurs d'eau de pluie, des choses comme ça. Donc, tout ça, c'est effectivement des choses pour lesquelles on peut intervenir. Préalablement, on peut aussi intervenir quand il y a vraiment des études préalables, donc quand on est sur des grandes échelles et qui permettent un petit peu de dresser les plans d'action spécifiques à une catégorie d'activité et par rapport à une entreprise ou à un artisan spécifiquement. Donc les taux d'aide qui vous sont présentés à droite concernent les taux d'aide qui sont actuellement, enfin qui sont applicables dans la période 2019-2024, puisqu'on travaille toujours en programme d'intervention de 6 ans pour permettre d'avoir une continuité et de rassurer aussi les porteurs de projets sur un petit peu la vision à moyen terme et plus long terme sur les possibilités de financement. Là, on est effectivement en année charnière puisqu'on est en train de clôturer le 11e programme. Les modalités du 12e programme qui rentreront en vigueur l'année prochaine ne sont pas à ce jour actuellement votées par nos instances, ce qui font que je ne peux pas vous les présenter. Il faut juste retenir que sur ce type d'intervention, réduction des pollutions toxiques diffuses, réduction des consommations d'eau de manière conséquente par rapport à des usages donnés, par rapport à un état initial, comme l'a présenté Karine précédemment. Donc, on continuera effectivement à accompagner de manière significative tout projet pour lesquels qu'on serait sollicité. On a effectivement des modalités avec des encadrements spécifiques, mais on aura l'occasion de pouvoir communiquer sur le nouveau programme d'intervention et sur les conséquences. Là, effectivement, les taux qui sont présentés, ce sont les taux qui étaient actuellement appliqués. Pour la partie études, donc on va de 60 à 80% selon le statut de l'entreprise, petit, moyen, grande entreprise. Et pour les travaux, on va également dans des accompagnements qui vont de 40 à 60% de subvention. Toujours pareil en fonction du statut de l'entreprise. Dans cette fourchette, on a une nouvelle notion qui a été introduite. On a les zones à finalité régionale. Donc, on peut aussi, on a une majoration des taux de 5% sur la partie qui est présentée sur les modalités du 11e programme. Voilà. Donc, en matière, donc pour résumer un petit peu nos possibilités d'aide, on peut passer sur la diaporama suivante, donc qui permet de schématiser un petit peu mieux nos différentes actions. Donc, on est sur des opérations préliminaires à l'épuration, des mises en place effectivement de pré-traitement,
ça rentre dans ce cadre-là. Dans le cas de la mise en place de technologies propres, comme on l'a vu, par rapport aux machines qui ont été présentées. La réflexion dans le cadre d'économie d'eau également est prise en compte. Si à un moment donné il y a des équipements particuliers qui sont à insérer dans les usages de tous les jours pour viser à une réduction de la consommation d'eau de manière significative. Donc ça, effectivement, c'est des choses pour lesquelles on accompagne. Donc, on vous demandera toujours dans un projet de nous présenter la situation actuelle par rapport à votre activité et nous expliquer par rapport à l'investissement qui est envisagé par rapport au projet, quel va être le gain en fait, soit en termes de rejet, l'économie et termes de polluants réduits vis-à-vis du milieu, ou soit en termes de quantité d'eau réduite en termes d'utilisation par rapport à vos différentes activités dans le cadre de vos métiers. On intervient également dans tout ce qui est gestion intégrée des eaux pluviales et végétalisation associée. Donc, Maëva évoquait tout à l'heure la mise en place de récupérateurs d'eau de pluie. Donc ça, effectivement, c'est des choses pour lesquelles on peut accompagner quelqu'un qui se lancerait dans cette démarche-là. La mise en place de zones de rejet végétalisées pour éviter effectivement également qu'il y ait les eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées qui rejoignent les réseaux, les systèmes d'assainissement, donc qui sont les eaux de ruissellement étant très impactantes. Et bien sûr, la prévention, comme on a évoqué pour reboucler, la prévention par rapport à la gestion des pollutions accidentelles, optimiser les stockages, éviter donc à la source, améliorer les bonnes pratiques sur cet aspect-là pour éviter effectivement qu'on ait accidentellement des rejets qui se retrouvent dans les milieux. Donc, selon le type, si on est sur des portages opérations groupées portées par des collectivités, on a des modalités avec des taux d'intervention. Enfin, on avait des seuils d'intervention qui étaient fixés, qui vont être revus un peu à la baisse dans le cadre du 12e programme. Donc, comme l'a dit Karine, en fait, l'idéal, c'est de prendre contact pour étudier votre projet, ou avec la chambre des consulaires si vous passez dans le cadre d'une opération plus globale à leur échelle, et pour qu'on puisse examiner votre projet. En tout cas, nous restons à votre écoute. Et à l'Agence de l'eau, donc on est répartis par secteur géographique en termes d'intervention. Donc voilà, il y a Frédéric et Karine qui travaillaient plus sur la partie Alsace, Vosges également et Ardennes. Et pour ma part, je vais être votre référente sur la partie Meurthe-et-Moselle et Moselle. Merci beaucoup, Anne-Laure. Donc effectivement, il y a un micro, mais je ne comprends pas parce qu'il n'y a que les personnes autour de l'écran qui ont capacité à s'exprimer. Je ne comprends pas ce système de l'Arsène. Bref, il y a un certain nombre de questions, dont une question un peu technique. Alors, je ne suis pas sûr qu'on va répondre en direct, mais Maëva prendra peut-être le temps de la réponse, parce qu'il y a une question de Claire, Marie et lui, qui dit « Après avoir décanté l'eau de lavage des outils à l'aide des poudres séparatrices floculantes, on peut bien jeter l'eau dans l'évier, très petite entreprise. » Donc, à ma connaissance, c'est un système en circuit fermé de toute manière, donc il n'y a pas de rejet à l'évier, mais Maëva, tu sais répondre en direct? Oui, mais alors je dirais, donc ce serait via l'utilisation de la machine de nettoyage des outils, du coup. Donc utiliser les flocons, du coup, comme l'avait montré l'étude réalisée par l'Eurométropole de Strasbourg en partenariat avec la Chambre de métier, les rejets de ces machines sont compatibles à vérifier avec le règlement d'assainissement de votre collectivité, mais a priori sont compatibles. Et donc effectivement, il y a des machines qui peuvent avoir un rejet au réseau d'assainissement et d'autres qui sont en circuit fermé. Donc, dans le cadre du rejet au réseau, donc c'est a priori compatible. Ok. Bon, les gens reconnaissent la qualité de l'intervention et leur remercie, et je me joins à eux. Avez-vous des supports types pour informer et sensibiliser l'entreprise?
Oui, dans le cadre de notre démarche, on a des supports. Vous pouvez lire sur le site internet de la CMA Grand Est, dans le parcours artisan durable. Vous allez voir, vous allez retrouver les supports. L'agence de l'eau a répondu à la question sur le 12e programme. Je vois pas d'autres questions. Quelle traçabilité pour les professionnels avec Récupo, pour les points de regroupement, pour les particuliers et les pros? Il n'y en aura pas. Malheureusement, c'est une question qu'on a souvent abordée avec les distributeurs. Le souci, c'est que les agences de peinture, les agences professionnelles n'ont pas cette capacité. Justement, il faudrait qu'ils pèsent que l'apport de l'artisan. Ils n'ont pas de balance à l'intérieur des agences de peinture. Donc, il n'y aura pas de possibilité d'avoir un suivi de l'apport de l'artisan. Le seul suivi qu'on peut avoir, c'est le suivi, nous, que l'agence va collecter pour nous. C'est-à-dire, une fois que les déchets sont à l'intérieur des bacs, les déchets appartiennent à EcoDDS. Le magasin a toujours la possibilité de voir son tonnage, ses apports, mais au cas par cas, pour un artisan, il pourra pas délivrer un certificat. Le certificat, on le délivre seulement pour les entreprises qui sont aptes au dispositif. On leur met à disposition une certification, une attestation sur la traçabilité de leurs déchets, qui montre qu'en fin de compte, c'est une attestation qu'ils peuvent déposer quand ils font des appels d'offres, qui montre que l'entreprise monte patte blanche et qui est plutôt dans le profil écolo. Ok, très bien. Eh bien, donc, merci pour cette réponse. J'en profite donc pour remercier l'ensemble des participants qui sont intervenus dans le cadre de ce webinaire, pour la qualité de leur intervention, pour le temps qu'ils ont pu consacrer à la préparation et pour leur mobilisation. Je remercie en particulier donc Maëva parce que elle s'est fortement impliquée à la fois au niveau de l'étude et au niveau de cette présentation. Donc voilà. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le mail de Maëva sur le dernier slide. Vous aurez bien sûr le support suite à cette intervention ainsi que le replay pour ceux qui seraient intéressés. Et vous pouvez continuer à interagir avec nous sous forme de questions-réponses ultérieurement. Donc voilà. Merci beaucoup. Et puis on va clôturer donc ce webinaire. Très bien. Merci encore. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir, merci.